Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax, fait par des fans pour des fans. Épisode 29 ce soir de la saison 3 de Xamcast au programme, avec un petit comité, un duo que je compose ce soir avec Colin. Salut Colin. Salut Mirko, salut à tous. Alors, comme je disais, c'est l'épisode 29. Au programme de cet épisode, on va bien entendu débriefer le match du week-end qui nous emmenait du côté de Nyon. Ensuite, retour du coin football, puisque la semaine prochaine, les amateurs de football vont se régaler avec le retour de la Ligue des Champions. Donc, on va y aller un peu de nos petits pronostics, Colin. Et puis, on terminera cet épisode par, évidemment, notre traditionnel briefing du prochain match. Donc, voilà. Colin, je propose qu'on commence tout de suite avec la première rubrique. Allons-y gaiement. 25e journée de Challenge League et un déplacement du côté de Nyon pour y affronter l'équipe locale du Stade Nyonnais. Colin, alors, après un 0-0 sans gloire et sans feu d'artifice le week-end dernier, avec la réception de Ville, on espérait, on s'attendait peut-être aussi, mais on espérait surtout un match un peu plus explosif du côté de Colovray. Alors, en introduction, le moins qu'on puisse dire, c'est que nos souhaits n'ont pas été exaucés, Colin. Exactement, il faut croire que les équipes qui jouent en jaune face à nous ne réussissent pas pour le moment. Mais ouais, troisième match sans but dans le jeu de la part de Xamax. C'est un peu attristant à voir quand on voit qu'un peu à la fin du match, les meilleurs joueurs sont les deux gardiens des deux clubs. Donc faut peut-être, on va en discuter plus longuement. Mais match un peu terne, sans goût quoi. Franchement, match hors nature de la part de Xamax. Et, euh, et on va en pouvoir en débriefer maintenant. Tout à fait, ouais. Alors nos auditeurs, ne s'y sont pas trompés, hein, en leur demandant les réactions. On a Luigi qui nous dit: «469 spectateurs, équipe de quartier et pas foutu de faire mieux. Le problème, c'est nous». Grégoire M qui nous dit: «Fin de saison en roue libre». C'est aussi les termes utilisés par le Dave, roue libre. Et on a Olivier qui nous dit: «Il y avait match». Voilà, pas d'autres réactions. Très, très, très Oui. difficile de s'enthousiasmer sur ce match. Les occasions ont été vraiment pauvres. Alors, par rapport au dernier match, eh bien, si je ne me trompe pas, Colin, oui, c'est le cas. Le duo, Sébastien Fonbonne et Pascal Opliguer, donc avec le deuxième match de suspension pour Anthony Breza, avait choisi de reconduire le même 11 de départ, hein, par rapport au match de Ville. Et puis, voilà, un début de match, le 1er fait de jeu finalement, c'est même pas, une action, de but, que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais c'est malheureusement pour nous, la blessure de Gonzalo Sacramento. Alors Colin, on n'aime pas trop, hein, ce genre de blessure, le joueur qui se tient le genou, puis au final il sort sur une civière. Ça sent malheureusement pas bon, hein. Ouais, c'est le genre de blessure qui pardonne pas. On va voir, ce qu'il a, plus en détail, enfin, si le club l'annonce, qu'est-ce qu'il a en plus en détail. Mais, dans le ralenti, on voit clairement qu'il trottine et puis d'un coup, ça lâche. Qu'est-ce qui a lâché? C'est une bonne question. Mais d'un point à ce qu'il arrive plus à marcher, qu'il soit obligé d'être sur civière, c'est quand même, très compliqué. Donc, franchement, bonne chance à Sacramento, bon rétablissement à lui. Et on espère que ce sera pas trop grave et qu'il pourra revenir avant la fin de saison. Ouais, on va allumer les cierges, hein, là, parce que, Colin, je sais pas si tu, étais au match, je crois que c'était aussi à Nyon, hein, que l'Iridon Moulay, s'était blessé de Ah la oui, c'est sorte. possible. Oui, Mais, c'est possible. ta sortie rappelle furieusement celle de l'Iridon Moulay et voilà, on sait combien, de temps le joueur offensif a manqué. Alors on espère que c'est pas aussi grave pour Gonzalo Sacramento qui voilà, qui commençait, hein, mine de rien à obtenir, pas mal de temps de jeu et puis, à bien l'utiliser, hein, son temps de jeu, Colin. Voilà, évidemment, c'est un joueur, on n'attend pas, qu'il performe au top à tous les matchs. Il est encore jeune, il vient de signer son premier contrat pro, mais
des performances qui étaient intéressantes et malheureusement, il va être freiné. C'est une certitude là, il va manquer quelques matchs, voire, la fin de la saison avec une blessure comme ça. Ouais, c'est dommage de voir un jeune un peu monter comme ça, à qui on donne ses chances, en plus des titulaires, se blesser, c'est jamais très bon, mais on espère il va revenir le plus tôt possible, quoi. On espère qu'il va revenir le plus tôt possible parce que, on n'a pas non plus un milieu de terrain, ultra dense et vu qu'on continue à jouer avec un milieu à 4, il nous faut avoir des joueurs disponibles. Ouais, tout à fait. Et puis, bah, la première action dans le jeu, il faut attendre quand même la 25e minute, hein, 26e même et puis, c'est les Nyonnais qui, voilà, qui se créent une belle occasion. C'est une grosse occasion, hein, quand même, avec un bon service en profondeur et puis, Borges et Emon qui sont, en bonne position, mais c'est Borges qui frappe et puis, le joueur nyonnais qui, sur ce coup, ouvre encore un peu trop le pied, mais on va dire qu'il a été, très bien gêné par, Omer Agic qui prend de la place, hein, sur ses phases de jeu, quand il sort et qu'il écarte les bras comme ça, il prend de la place, Colin. Ouais, honnêtement, bah, la sortie de Meragic est vraiment bonne parce qu'il s'avance pas trop vers le joueur, afin d'éviter d'être lobé et puis il reste vraiment à une bonne place où il couvre à peu près un peu toute la cage. Je fais le mime, hein, sur la caméra, mais c'est assez compliqué pour le joueur d'ajuster sachant que, bah, il doit faire vite et en plus il prend la balle, enfin il subtilise la balle de son coéquipier. Donc non, non, très bonne sortie de Meragic qui empêche effectivement à Nyon dès le début de prendre l'avantage, quoi. Ouais et puis, ben, le no autre fait de jeu, il se passe, pendant la mi-temps. Je t'avouerai que pendant le match, on n'a pas vraiment, vu, on n'a pas eu de signaux, mais Thilo Reinhardt est sorti, à la mi-temps. Il a cédé sa place à Yohan Epito, qui fêtait d'ailleurs ses 25 ans, à l'occasion du match. Bon anniversaire, Yohan et Joyeux puis, anniversaire, Thilo. bah et puis finalement Reinhardt, ben, voilà, on a eu quelques communications après dans la presse écrite. Il serait atteint, à la cheville. Là aussi, Colin, même chose que Sacramento, hein. On c'est vraiment la poisse et puis, voilà, c'est pareil, c'est un jeune joueur qui commençait à obtenir du temps de jeu et qui se voit freiner dans sa progression. C'est un peu, l'hécatombe là, honnêtement, pour les jeunes Xamax qui commencent à avoir leur chance, cette saison, au niveau professionnel. En plus, on a vu sur ces derniers matchs que Reinhardt était préféré à Epito, pour former la paire avec Ashrolaou et franchement, il montait bien, Thilo Reinhardt. C'est un gaillard assez grand, costaud, qui avait fait un assez bon match face à Ville. Je me souviens, j'avais trouvé plutôt pertinent. Donc là, ouais, c'est vraiment dommage de le perdre sur blessure, dès la mi-temps. On n'a plus qu'à lui souhaiter un bon rétablissement et espérer qu'il revienne le plus tôt possible parce que je pense que, on risque de compter encore sur lui, la saison prochaine. Oui et puis, je sais pas quel est ton sentiment par rapport à ça, Colin, mais moi, quand je me dis ça, je me suis dit: «Quel retour de karma après l'épisode Beanzone?» où, on envoie tous les jeunes, jouer et puis, voilà et puis derrière, C'est ben, c'est ces 2 jeunes qui se pètent, la cheville et puis, le genou, derrière donc malheureusement pour nous, quelque part, mais un gros, gros retour de bâton par rapport à ça et on peut pas s'empêcher de se dire que, voilà, des jeunes joueurs comme ça, qui jouent leur première saison, premier contrat, on nous l'a suffisamment dit, hein, avec un Altini Azemi, un Francesco Landini, il fallait pas les griller ces jeunes et dès qu'on les grille un peu, la sanction est immédiate avec des blessures à la clé. Alors on leur souhaite évidemment rien de mal, hein, évidemment, on leur souhaite le meilleur possible, mais c'est des sorties qui nous inquiètent quand même. Enfin, quand un joueur sort sur civière, ou à la mi-temps comme ça, qu'on voit pas grand-chose, c'est, voilà, c'est mmh. malheureusement, dommageable. Donc seul changement, à la mi-temps côté xamaxien, on s'attendait quand même à ce que les équipes reviennent avec un tout petit peu plus de d'intensité. Alors il y en a eu un petit peu plus en deuxième mi-temps, Colin, il y a eu un peu plus d'action à se mettre sous la dent, mais c'était pas non plus, la folie dans le stade. La première grosse action, ben, elle vient à la 53e minute avec, un bon jeu sur le côté droite, le côté de Léo Sédou et puis un une qui remet le ballon sur, Koro Koné avec, voilà une bonne protection de balle, dos au but, il décale, Romain Baillard. Bon,
On aime beaucoup Romain Bayard, Colin, mais sur ce coup-là, on a vu pourquoi il était pas attaquant. Ouais, honnêtement, c'est dommage parce qu'il attire en première attention alors qu'il a vraiment le temps, il y a personne sur lui là. Il aurait le temps de contrôler puis peut-être ajuster une frappe pour vraiment mettre plus de force et mieux la cadrer et non, non, il tire directement et puis c'est facilement intercepté par, Melvin Mastil donc ouais, dommage pour Bayard mais une belle première occasion et puis, franchement, ça vient du côté de Seydoux qui je trouve qui monte de match en match, Mmh. au niveau de son côté et d'un Koné qui nouveau, grâce à sa grande force, arrive à se défaire de ses 2 défenseurs et puis à faire une passe à un Bayard qui est vraiment tout seul excentré. Donc non, une belle action, dommage que ils conclusent pas, mais voilà, belle action. Ouais, et puis, là, on se dit: «Mon Dieu, voilà, on a raté une grosse occasion, on espère qu'on va pas le regretter». D'autant plus que, la prochaine action, elle arrive dans l'enchaînement, hein, quasiment sur la relance avec une action, qui se développe, du côté droite. C'est un bon débordement, je sais plus quel joueur nyonnais là, c'est, Ba Mendes, ouais, qui était rentré, entre-temps et puis, il voilà une grosse action là, il sert, c'est de nouveau, Borges, je Borges, crois, c'est le Borges, numéro ouais. 4, hein et puis là, à nouveau, sur ce coup, Colin, on va saluer, le jeu d'Omer Agic, cette fois-ci au pied. Alors, je pense qu'il est surtout content de sa grande taille et de la grande taille de ses pieds. Allez, 2 pointures de moins et c'est but. Ouais, alors, il est un peu chanceux sur l'action parce que en fait, quand Borges frappe, déjà la balle est déviée par Epito qui se jette et la balle rebondit justement sur le pied, sur le pied ou je sais pas si c'est la cheville, mais ouais, effectivement. Non, non, vraiment sur la pointe du pied, effectivement, tu as raison, sur la pointe du pied d'Omer Agic. Donc si Omer Agic fait effectivement, 2 tailles de pied de moins, elle serait rentrée, quoi, elle serait rentrée. Tout à fait. Ouais. Ouais, ouais, très clairement et puis voilà, ça aurait pu être but, hein, parce qu'il frappe à bout Mmh. portant, le ballon est un peu sortant donc un peu de réussite, mais aussi un bon réflexe, de la part de notre portier et puis on notera encore, à la 76e minute, une belle combinaison entre, Liridon Moulay et Salim Benseghir, entrés en cours de jeu. Qui se termine avec, une frappe sur le poteau, hein. On le voit pas on l'a en direct, j'ai pas su si c'était vraiment un arrêt de Mastil, mais finalement c'est le poteau, hein, c'est le poteau Ouais, extérieur qui repousse la frappe de Moulay pour qui sera avec, enfin ce qui aura été avec la frappe de Bayard comme la plus grosse occasion de Xamax sur ce match. Voilà, la fin du match, sera pratiquement, que du remplissage, entre les 2 équipes qui se sont pas franchement livrées, qui se sont contentées un petit peu de ce match nul. Alors, il est peut-être un petit peu moins tristounet que celui de dimanche dernier, mais quand même, tu le disais en introduction, Colin, 3 matchs sans marquer de but. Alors même s'il y a eu plus de frappes ce coup-ci, 16 frappes, 5 cadrées, mais 3 matchs sans marquer de but, on doit quand même s'inquiéter. Ouais, on doit s'inquiéter et honnêtement, faut qu'on se demande qu'est-ce que font les entraîneurs et Breza parce qu'on voit, depuis quelques matchs qu'ils sont repassés on s'est même passé avec ce 4-4-2 en losange, avec 4 milieux de terrain et on avait l'impression que ça avait marché contre Yverdon, on avait l'impression que ça avait marché pendant quelques matchs et là, j'ai l'impression que l'effet, de surprise s'est estompé et donc ça a de la peine à fonctionner avec seulement 2 attaquants devant et comme on le disait déjà la dernière fois, ce milieu à 4 qui a de la peine à fonctionner en général, de nouveau, sans vouloir être méchant, mais un Bedini qui est pas au niveau et qui reprend un carton jaune comme le match d'avant et bah, Giovanni Dos Santos malheureusement, il aura joué que 25 minutes donc il sort et donc non, ce milieu à 4 qui a l'air de pas marcher. Alors je j'arrive pas, je sais pas, Ah, Giovanni, j'ai on pas parle de Gonzalo Sacramento, hein. ouais, Sacramento, pardon, Sacramento, ouais. J'ai mal lu sur, ma fiche. Mais, effectivement, le qui sort pour en faire rentrer Malik Demmé. Donc là, on peut se demander s'ils sont pas passés à 3 attaquants devant. Enfin, je sais pas, j'ai pas pu tout voir le match, donc Mmh. je saurais Non, pas non, dire Dembélé, si il est resté dans la position. Alors, il était naturellement un peu plus attiré sur le côté, c'est son poste, hein, et le mmh. milieu de couloir ou bien un deuxième attaquant. Mais, voilà, je pense que ce système de jeu, malheureusement, il est déjà,
voilà, il est déjà un peu décalé par rapport à ce que proposent nos adversaires, en face. Les attaquants sont bien muselés et puis malheureusement, c'est un jeu qui propose assez peu d'animation sur l sur les côtés, en tout cas, Ouais. avec des combinaisons rapides entre les latéraux et les ailiers. Donc voilà, on a eu un match, voilà, référence avec ce système contre le Stade Lausanne-Ouchy et Mmh. puis, à Vaduz, ça a plus ou moins bien fonctionné aussi. On a failli ramener un point dans les circonstances que l'on connaît, mais après là, depuis Ville et puis, avec ce match contre Nyon, voilà, je pense qu'avec le retour en forme progressif de l'Iridone Moulay qui nous redonnera une solution supplémentaire sur les côtés, il faudra réenvisager, passer avec un système avec en tout cas plus d'animation sur les côtés. Ça peut être un 4-4-2, en losange, mais avec des vrais ailiers sur les côtés. Mais comme tu le dis, dans ce système-là, le filtrage est entièrement, assuré par le numéro 6 et puis le notre numéro 6 actuellement qui est toujours titularisé, c'est Abellini. Alors en un petit clin d'œil à un membre du forum qui nous a dit voilà, quel superlatif l'équipe de Xamcast va pouvoir, trouver pour qualifier le jeu d'Abellini. Alors moi j'ai eu une petite inspiration, ben, Eris Abellini, je crois qu'on peut l'appeler désormais, Exit Abefini. C'est c'est un petit surnom qui porte bien, voilà, de nouveau dans une prestation collective, on va dire, plus que moyenne, voire insuffisante, Abedini arrive encore à être, au-dessous quoi de la plupart de ses collègues où, il personne n'a vraiment brillé sur ce match, Colin. On n'a plus les mots. On n'a plus les mots, pour justifier, cette Les titularisation. mots nous manquent, c'est très compliqué de dire. On a déjà utilisé, je pense, tous les descriptifs possibles de la langue française. Il faudrait, lire le Petit Robert pour en trouver plus. Donc, non, effectivement, les mots nous manquent, sur les performances d'Eris Abedini. Puis moi, comme j'ai dit, cette formation, ça a beau avoir fait un carton face au SLO, parce que peut-être le SLO s'y attendait pas, mais là, les équipes commencent à s'attendre à voir à jouer cette formation-là. Et le 4-2-3-1 ou le 4-3-3 correspondrait plus aux qualités des joueurs qu'on a dans notre contingent, tout en sachant qu'on commence à avoir des blessures et tout ça. Va vraiment falloir, je pense, repasser le plus vite possible à ce 4-3-3 en prévision de Rapperswil. Parce que en plus, comme on l'avait déjà dit dans l'épisode, le dernier épisode, mais pour les latéraux, c'est vraiment, ça devient compliqué de défendre. On le voit sur l'action où Omer Agic fait l'arrêt avec son pied. Fontana, il est tout seul sur le jeune sur le numéro 22. Je crois que c'est, Ben Mendes, là, Ben Mendes. Ouais, bah, Mendes, Heu, ouais. Là, il fait un tacle et l'autre, il passe et puis il a un couloir de libre quoi pour continuer. Donc c'est compliqué. Moi, j'ai de la peine, je répète, j'ai toujours de la peine avec ce 4-3-1-2 et je pense que pour les prochains matchs, va falloir changer ça et puis espérer un changement d'Abedini, mais ça me paraît de plus en plus compliqué, illusoire. Oui, totalement, je pense que c'est illusoire. Voilà, les choix sont établis. C'est à mon avis des choix qui ne sont pas justifiés par le côté sportif. Tout le monde a vu que les performances étaient en dessous. Donc voilà, on semble accepter, dans le staff, dans la direction qu'on joue avec un joueur qui n'a pas, les qualités nécessaires. Faut en assumer les conséquences. Tout simplement les Mmh. conséquences sportives, les prestations qui en découlent. Tout à fait. Donc voilà, effectivement, tout comme toi, moi je souhaite, pouvoir, avoir un changement dans la performance de l'équipe. Voilà, un mot pour qualifier, ce match, pour terminer cette rubrique, Colin, c'était clairement insuffisant sur ce match, mais on va le dire de la part des 2 équipes, hein, quand même. Oui, oui, quand même, c'est insuffisant de la part des équipes. Quand on voit le match, c'est vrai que c'est compliqué qu'il y ait que 4 actions comme ça. Alors franchement, faut dire un truc, top match des gardiens, hein, je le répète, mais vraiment top match des 2 gardiens qui ont été, les 2 vraiment décisifs. Et puis après, bah, c'est un jeu, qui s'est pas mal, qui s'est pas mal joué au niveau des défenses et les 2 défenses,
ont pas mal su gérer le match. Donc, honnêtement, ouais, vraiment insuffisant. Et enfin, pour moi, il faut vraiment repenser l'animation de Xamax pour le prochain match. Sachant qu'en plus, notre meilleur buteur des Machai, ben, on le voit quasiment plus là avec, avec ces deux attaquants. Ça devient de plus en plus compliqué et c'est un peu dommage de ne pas savoir profiter des qualités d'un tel joueur. Donc c'est vraiment insuffisant. clairement. Voilà, ben, Colin, on va pas rallonger pour, rallonger, hein. Il y a pas grand-chose de plus à dire sur ce match, donc on peut sans autre passer à la rubrique suivante. Logiquement, on devrait avoir un petit peu plus de spectacle mardi et mercredi, prochains, devant nos téléviseurs ou dans le stade si vous faites partie des chanceux qui a pu avoir des billets aux 4 coins de l'Europe pour aller suivre. Place, aux 8e de finale de la Ligue des champions. Et on va se jouer on va faire le petit jeu des pronostics en prenant une par une les confrontations, Colin, et en donnant, bah, comme je disais, notre pronostic. Alors, j'ai décidé, assez logiquement, hein, de prendre le tableau et puis de prendre les confrontations par l'ordre, du tableau. Donc on commence tout de suite avec une des affiches, les plus, équilibrées, je pense, mais aussi les plus alléchantes. Je parle du duel entre, le Paris Saint-Germain, le détenteur du titre, et puis, Chelsea, une des rares équipes qui les a battus, on va dire dans des grandes compétitions, l'année dernière. Colin, c'est très ouvert, hein, cette confrontation parce que, le Paris Saint-Germain, il est pas ou peut-être pas encore en mode rouleau compresseur comme, le printemps dernier, et puis Chelsea, eh ben, ils alternent le bon et le moins bon. Ils ont changé de coach, on le rappelle, hein, avec le départ de Maresca et l'arrivée, du coach de Strasbourg, je me souviens plus de son nom maintenant, hein. Liam Rosenior. Liam Voilà, Rosenior. Rosenior. C'est une confrontation très ouverte sur le papier et qui peut partir dans un sens comme dans l'autre. C'est peut-être un des pronostics les plus hasardeux qu'on aura à faire. Moi, je pense que, Paris, va passer, mais je serais pas étonné que Chelsea les élimine et c'est très serré. Je sais pas quel est ton avis, Colin? Moi, je vois plus Chelsea passer. Honnêtement, c'est un match que j'attends pas mal parce que on se rappelle de comment Chelsea avait réussi à défaire Paris 3-0 en cette finale des champions de la Coupe du Monde des clubs. Donc, on sait que le coach a changé à Chelsea. Mais Chelsea et Paris sont les deux un peu dans une méforme, et comme tu as dit, ils enchaînent le bon et le moins bon. Mais Paris, j'ai l'impression que plus les matchs avancent, plus c'est compliqué au niveau de la motivation de certains joueurs et puis de se retrouver. Et c'est pointé du doigt par beaucoup de spécialistes qui suivent le PSG et puis beaucoup de fans. Et d'un autre côté, tu as un Chelsea qui m'a l'air un peu plus motivé et qui a quand même une ressource de certains joueurs dont Paris n'a pas, parce que Paris quand même manque de certains joueurs à certains postes à cause des blessures et tout. Et je ne sais pas si Paris va réussir à réactiver ce mode rouleau compresseur qui lui manque actuellement. Mais déjà en huitième de finale face à Monaco, ça a été très compliqué, ça a été Mmh. Très laborieux. laborieux, hein. Ils les ont rejoués là, hier en championnat et ils ont perdu face à Monaco de nouveau. Ils ont perdu face à Monaco. Donc, et d'un autre côté, on a un Chelsea qui en championnat s'en sort pas si mal, mais qui hier jouait en FA Cup face à Wrexham, un club de deuxième division, et qui a dû aller s'imposer en prolongation. Donc, on se pose des questions sur les deux clubs. Moi, je mettrais plus Chelsea. Liam Rosenior, il a quand même une connaissance du PSG pour l'avoir affronté pas mal de fois avec Strasbourg sur ces 2 dernières années. Donc, pour moi, je vois plus Chelsea passer. Voilà, c'est mon avis, Et je vois plus puis Chelsea avec, passer. l'avantage du terrain, le match, Ouais, retour se disputera à Stamford Bridge, donc voilà, peut-être que, Chelsea a un petit avantage aussi par rapport à ça. OK, là, c'est on est ça. partagé entre Colin et moi, heu, sur l'issue de cette première confrontation. Deuxième confrontation, elle va opposer Liverpool à la Juventus. Non, attendez, Varam me dit dans mon oreillette que, c'est Galatasaray qui a passé. Donc c'est bel et bien Galatasaray-Liverpool avec un match aller, au stade Ali Sami Yen à, à comment? Istanbul. À Istanbul. Bon.
même avec tout notre respect pour la Juventus et pour Galatasaray, vu ce que présente Liverpool maintenant depuis quelque temps, après un début de championnat difficile, je pense que les hommes d'Arne Slot ont tout ce qu'il faut pour passer, Colin. Ah, je sais pas, moi je vais de nouveau mettre ça en doute. Honnêtement, j'ai de la peine à pronostiquer un vainqueur sur ces deux matchs. Parce que il y a déjà eu une confrontation pendant la saison régulière Ligue des Champions. Galatasaray s'était imposé chez eux. Il faut noter que c'était chez eux. On sait que c'est un Liverpool qui a un peu de la peine cette année en championnat et qui a de la peine à se retrouver dans son style de jeu avec Ancelotti. Et d'un autre côté, on a un Galatasaray qui, quand même, chez lui, est très dur à prendre, hein. On a vu face à la Juve, ils ont fait Mhm. un immense boulot face à la Juve. Bon, la Juve n'est pas Liverpool, mais les deux équipes se paraissent un peu au niveau de la forme. Moi, je trouve un peu inquiétant ce Galatasaray parce qu'ils ont une ressource de joueurs qui est énorme. En plus, ils peuvent aligner deux 11 différents avec des Leroy Sané, des Cardi, voilà, chercher Osimhen. Donc, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Pour moi, ça reste très ouvert. Mais dans le choix logique, ça serait Liverpool qui devrait passer. Le choix logique, Là ça devrait aussi, être hein, Liverpool. l'avantage du match retour. Le Du match côté de retour, je suis Liverpool, enfin voilà, Galatasaray a tout intérêt à faire une grosse différence s'ils veulent avoir un espoir de passer. Le match retour sera compliqué, hein, mais s'ils arrivent avec un match nul ou une petite victoire, voilà. Donc là, on est de nouveau pas. Formellement, même si tu penses que Galatasaray a ses chances, tu penses que Liverpool va passer quand même, Colin. Oui, normalement, le Liverpool devrait passer. Normalement, Liverpool Ok, devrait passer. très bien. Troisième confrontation, toujours dans le haut du tableau, enfin la partie gauche du tableau aussi. Là, une confrontation qui sent vraiment la poudre avec une belle opposition sur le papier, Colin, entre le Real Madrid et Manchester City. On espère que les équipes joueront, on va dire, à leur haut niveau et au niveau Champions League, parce que là, honnêtement, tout est possible, quoi, avec d'un côté un Real Madrid qui alterne le feu et la glace depuis le début de cette saison, mais il y a quand même plus de feu que de glace ces derniers temps. Un Manchester City qui avait raté un peu son début de saison dans la lignée de leur fin de saison dernière. Mais depuis quelque temps, ils reviennent bien. Confrontation très, très, très indécise, Colin. Moi, je pense que je donne un avantage à Manchester City parce qu'ils joueront le match retour à l'Emirates, mais à l'Etihad, pardon. Mais ça se joue à pas grand-chose, hein. Et puis le Real Madrid en Ligue des Champions, c'est toujours dur à prendre, hein. C'est vrai, l'année passée, c'était joué. On se souvient que ils avaient battu 3-1 où Mbappé avait mis, je crois, un triplé. Et puis c'était vraiment bien. Ils avaient vraiment bien joué. Les circonstances sont différentes. Pour moi, je vois plus effectivement City passer. Même si le Real Madrid, je pense que c'est le cinquième match entre le City et le Real depuis 2020 dans cette Ligue des Champions. À chaque fois, ça a eu des scénarios différents, mais sur les 2 dernières années, c'est quand même tourné pour Madrid, du côté de Madrid. Bon, maintenant, Ancelotti est parti, le vestiaire est clairement différent. Il y a beaucoup de joueurs qui se voient comme des stars. Donc c'est un peu compliqué pour le Real. À noter que les deux équipes ont beaucoup de blessés aussi. City n'a pas son propriétaire qui est Rodrigo qui s'est blessé, qui s'est fait 3 fois qui s'est fait les croisés. Donc ça va être compliqué, mais je vois plus City passer. Je vois plus City passer. Ouais, effectivement. Peut-être une équipe peut-être un poil plus complète et moins dépendante des exploits de ces Individuel. stars, individuels de ces stars. Mais bon, des stars et des individualités, il y en a aussi du côté de City, hein, Mhm. Cherki, Haaland, enfin Doku, c'est quand même des joueurs, voilà, capables de faire la différence presque à eux tout seuls. Donc c'est une C'est vrai. confrontation qui sent la poudre et on espère que, l'offensive prendra le pas sur les défenses. Et puis on sera aussi, curieux du match dans le match entre, Thibaut Courtois et Gianluigi Donnarumma qui sont capables d'être des murs dans un grand jour. Donc, voilà, on peut avoir des matchs très, très ouverts avec beaucoup de buts, comme on peut avoir des matchs, avec peu de buts car les gardiens, sortent quasi tout. Heu, ouais, moi je mets quand même City en gagnant aussi, mais voilà, pareil, si le Real Madrid gagne, je ne serais pas, surpris. Tout à fait. Quatrième confrontation, dernière de ce côté du tableau. Là, on devrait avoir, sans faire offense, à l'ADA, à l'Atalanta Bergame. 2 équipes, 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 2 équ
quand même un match, une double confrontation très déséquilibrée. Alors le Bayern est déjà en mode rouleau compresseur. C'est une équipe qui va aller très loin, hein, dans la compétition, pour pas dire, presque aller au bout. Donc là, je pense qu'il y a assez peu de doutes sur l'issue. Le Bayern Munich ne devrait pas laisser trop d'énergie pour se qualifier pour les quarts de finale, Colin. Non, effectivement, je pense que ça va vraiment être assez vite expédié, même si bah, le retour se joue en plus à l'Allianz Arena. Donc franchement, Mmh. ça me paraît très bizarre que de voir ce Bayern de Vincent Kompany se faire éliminer alors que ils affichent une forme incroyable. On a un Kane qui joue extrêmement bien, on a un Michael Olise qui distribue des passes et des passes et des passes pour ses joueurs. Et d'un autre côté, on a le retour sûrement d'un Jamal Musiala aussi qui va faire très mal offensivement. Et puis, on a un milieu de terrain avec Kimmich et je crois que c'est Pavlovic, si je dis pas n'importe quoi, qui marche très très bien aussi. Donc, honnêtement, je vois pas l'Atalanta aller plus loin. Cette Atalanta qui avait quand même réussi un beau parcours en LDC, qui a eu une crise un peu cette année, mais depuis le départ de l'entraîneur. Mais franchement, je pense que il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat et le Bayern va au moins atteindre les demi-finales normalement. Ouais, effectivement, minimum, hein, je pense, mais c'est une équipe qui est Ouais, clairement taillée jusqu'au bout. Tout autre résultat qu'une victoire serait une mini déception, je pense, pour eux, dans leur esprit à eux, en tout cas. C'est une équipe qui a été taillée pour aller au bout. On passe de l'autre côté du tableau, et puis une première opposition, nouvelle opposition, on va dire, anglo-espagnole, avec Newcastle qui sera opposé au FC Barcelone. Alors sur le papier, c'est déséquilibré avec, je pense, un Barcelone voilà, qui a un potentiel nettement supérieur à ceux de Newcastle. Mais cette équipe de Newcastle, Colin, elle est capable du meilleur comme du pire. Et si elle arrive à faire le meilleur sur deux matchs contre Barcelone, eh bien, à mon avis, ils auront une petite chance. Moi, je mets Barcelone vainqueur de cette double confrontation, mais Newcastle a les armes pour les embêter. ouais, va falloir faire gaffe, surtout au piège de St. James Park au match aller. Pour les Barcelonais, Paris s'était fait piéger là-bas, Milan s'est fait piéger là-bas. C'est un stade qui est assez compliqué dû à sa pente notamment. Et bah, Newcastle, ça alterne le bon et le moins bon suivant les matchs. Et, ils ont battu, on peut par exemple parler du fait qu'ils ont battu United qui était très en forme il n'y a même pas une semaine. Et puis là, hier, ils se sont inclinés 3 face à Manchester City. Donc ça va être compliqué. On a un Barcelone en face qui est très bon avec un très bon milieu de terrain, une défense un peu moins au clair, sachant qu'en plus Alejandro Balde et puis Koundé seront absents pour le premier match en tout cas, si je me trompe pas, et sûrement pour le deuxième. Donc avec les latéraux habituels qui ne sont pas là. Donc le Barça qui va devoir composer avec une nouvelle défense. C'est pas facile. On sait qu'ils se sont déjà fait piéger parce qu'on on commence à connaître le style de jeu d'Hansi Flick. À voir si Newcastle arrive à exploiter ses pièges. Mais et en face, bah, Newcastle, les joueurs aussi, il y a de très bons joueurs, mais il y a quand même des blessés, notamment Bruno Guimaraes qui est la pièce centrale du milieu de terrain, qui pour le moment est blessé. Et puis d'un autre côté, on a un Tonali qui n'est pas encore au top niveau. Donc ça va être très intéressant. Ça va être très intéressant. Honnêtement, il faut que Barcelone se gaffe face au piège de Newcastle. Barcelone, la Ligue des Champions, c'est une compétition où ils veulent aller loin, comme d'habitude, mais ils se sont souvent fait piéger par des équipes de ce type-là. Et moi, je ne serais pas surpris que Newcastle arrive à passer, mais pour la sûreté, je mettrais Barcelone quand même vainqueur. Ouais. Opposition suivante, troisième opposition hispano-britannique, on va dire, cette fois, ce qui montre quand même globalement la domination de ces deux championnats sur l'Europe, avec une densité quand même d'équipes qui sont capables d'aller loin dans cette compétition. C'est l'Atlético de Madrid qui va recevoir Tottenham, deux équipes qui sont habituées à disputer la Ligue des Champions, avec peut-être un Atlético Madrid quand même plus habitué à aller loin, hein. Ils ont disputé quelques finales quand même déjà dans cette compétition sans jamais pouvoir la gagner. Et puis voilà, ils sont toujours présents, ils sont toujours emmerdants à jouer, cet Atlético Madrid de Diego Simeone, et puis un Tottenham voilà, qui est
c'est un peu la crème sur leur gâteau parce qu'eux, ils luttent pour ne pas couler, hein, cette année, finalement, hein, en première ligue. Donc je pense quand même qu'avec leur expérience, leur roublardise, l'Atlético, a les moyens de se sortir de cette double confrontation, quoi, là. Ouais, je pense aussi, l'Atlético a les ressources, les joueurs pour, ils sont capables de nouveau du meilleur comme du pire, hein. On l'avait très bien vu il y a 3 semaines quand ils ont mis 4-0 au Barça, à domicile et que mais après, bah, la semaine passée, ils sont inclinés 3-0 au match retour. Cet Atlético de Madrid, du Cholo Simeone, qui connaît très, très bien la Ligue des Champions. Moi, je les vois aussi passer, face à un Tottenham qui est totalement en crise, qui n'a pas gagné, qui a gagné, je crois, 2 matchs en 2026 seulement et qui a beaucoup de blessés, Kulusevski, beaucoup de joueurs offensifs, James Madison aussi. C'est très compliqué pour ce Tottenham qui vient de signer Igor Tudor, qui est déjà sur la sellette. Donc non, je pense que vraiment Tottenham va malheureusement pas faire le poids face à Atlético de Madrid et l'Atlético devrait logiquement passer en quart. Ouais, je pense aussi, c'est quand même la trend aussi de ces équipes. La confrontation, elle aurait lieu en début de saison, voilà, mais Arsenal, Tottenham est quand même pas bien, donc Atlético, ben, ils suivent pas complètement la cadence, mais en championnat, mais derrière les 2 ogres, ils sont quand même à l'affût, donc voilà. Avant-dernière opposition, elle va, opposer l'Inter de Milan au Sporting Portugal. Ah, attendez, Osvaldo me dit dans mon oreillette que, c'est Bodo Glimt qui a passé ce tour. Donc, opposition, surprise, hein, de ces huitièmes de finale. Colin, je pense que si on nous avait dit, au début de la phase de poule de la Ligue des Champions qu'on aurait un Bodo Glimt Sporting, ça veut dire Bodo Glimt qui se qualifie via les barrages et Sporting qui termine 7e de cette phase de ligue. Personne ne l'aurait cru et si vous avez parié ça, ben, vous avez déjà pu vous acheter une île déserte pour vous, je pense. Cette opposition, moi, je l'attends avec impatience. C'est pas la plus sexy sur le papier, sans rien enlever, aux Norvégiens et au club, portugais, mais elle est très ouverte et puis, voilà, ça peut partir dans les 2 sens. Si Bodo, continue à surfer sur cette incroyable, phase de fin, bah, on rappelle qu'ils étaient quasiment éliminés, ils allaient même pas atteindre les barrages et ils ont, battu Manchester City, ils ont été gagnés à Madrid contre l'Atlético avant d'être en démonstration, hein, il y a pas d'autre mot contre l'Inter Milan dans la double confrontation en barrage, une très, très expérimentée équipe milanaise. Et puis de l'autre côté, le Sporting, alors on pouvait s'attendre à les voir dans les 24, ça c'est sûr, c'est quand même un club qui, voilà, qui brille quand même un peu à l'échelle, à l'échelle européenne. Mais ils ont terminé 7e, ils ont terminé, devant le Real Madrid, devant l'Inter, devant le PSG, devant Newcastle, la Juventus, l'Atlético. Tous ces clubs ont dû passer par les barrages. Il faudra pas les prendre à la légère, mais Bodo ne va pas prendre ils prennent aucun adversaire à la légère de toute façon, puisqu'ils faisaient partie des petits poussets. 2 équipes qui, voilà, qui sont là où on ne les attendait pas forcément et qui veulent, poursuivre leur rêve. Moi, j'ai envie de dire que, le Sporting logiquement, voilà, ils vont pas les prendre à la légère. Ils auront l'avantage de jouer le match retour à Lisbonne et je pense ils vont passer Bodo. Mais d'un côté, j'aimerais bien que les Norvégiens poursuivent, leur conte de fées et puis qu'on les voit, contre un adversaire potentiellement encore d'un autre calibre au tour suivant. Qu'est-ce que tu en penses, Colin? Bah, moi, je vais dire le contraire. Je pense que je vais voir Bodo passer, et aller en quart de finale. Bodo qui a éliminé Stinter justement, juste avant, sur une double confrontation très bien gérée, sachant qu'en plus, c'était nouveau qui faisait le premier match chez eux, donc c'était Bodo qui accueillait. Ben, c'est un Bodo qui maîtrise ses matchs, ils ont bien étudié les matchs et pour eux, le championnat n'a pas encore repris. Le championnat reprend la semaine prochaine. Donc, ils ont eu tout le temps, je pense, d'étudier ce Sporting. Et le Sporting à côté, bah, ça fait qu'enchaîner les matchs de championnat, de coupe du Portugal. Ils ont eu, il y a une semaine, un match décisif face à Porto. Et hier, ils ont joué contre Braga en championnat. Ils ont fait match nul. Et je pense que le Sporting vise plus le championnat face à Porto qu'aller plus loin en Ligue des Champions. Donc
Moi, je vois plus Bodo passer, sachant que, bah, ils auront pas de confrontation entre les 2 matchs, les matchs aller-retour, tandis que le Sporting, eux, vont devoir gérer un match de championnat, juste après. Donc pour moi, le Sporting s'est mis plus dans l'objectif de jouer le championnat que de continuer plus loin en Ligue des Champions parce que ça va être compliqué. Et je trouve que la campagne de Ligue des Champions du Sporting était bonne, était très bonne, mais il y a quand même eu un facteur un peu de chance. J'ai pas envie de dire un facteur un peu de chance, mais il y a plusieurs matchs où j'ai vu et j'ai trouvé pas non plus très dominant, mais ils s'en sortent avec la victoire. Le match contre Paris ou le match contre Marseille, Mmh. ils arrivent à retourner les matchs. Ça, il faudra faire attention. Ils arrivent quand même à retourner les matchs, mais j'ai pas non plus vu une équipe qui était très, très convaincante. Donc moi, je verrais plus Bodo passer. OK, très bien. Dernière, opposition, elle opposera donc, Leverkusen à Arsenal. Mmh. Voilà, on va là non plus, on va pas faire offense, à Leverkusen qui est quand même un très bon club sur la scène européenne. Arsenal est peut-être moins dominant, ce début d'année qu'il ne l'était sur cette phase de poule, mais ils sont toujours en tête de la Première Ligue. Ils ont écrasé à part le Bayern Munich, ils ont écrasé pratiquement toute la concurrence. Ils ont gagné leurs 8 matchs de poule. Non, Arsenal est ultra, ultra favori de cette, confrontation. Leur pire ennemi, c'est eux sur cette confrontation, Colin. Ouais, leur pire ennemi, c'est eux-mêmes et on voit un Leverkusen qui a bien réussi à se reconstruire après un début de saison un peu chaotique. Mais d'un autre côté, on a un Arsenal qui est quand même dominant dans ses matchs, qui en Ligue des Champions s'en sortait très bien, hein, parce que la Ligue des Champions, c'est un style de jeu totalement différent de la Première Ligue et le style de jeu de Mikel Arteta, correspondait mieux et c'est pour ça que Arsenal a fini premier notamment, dans cette phase de ligue. Et moi, je vois Arsenal plus abouti, qui a plus de joueurs aussi dans son contingent pour pouvoir enchaîner les 2 matchs. Arsenal a aussi enchaîné plein de matchs cette semaine. Ils ont eu 2 matchs cette semaine, donc, dont hier un match de League Cup de FA Cup face à une équipe de troisième division anglaise. Et là, ils ont pu faire tourner, puis envoyer les jeunes. Et donc, le match, logiquement, face au Leverkusen, ils vont pouvoir mettre une équipe type qui ne sera pas fatiguée, qui va bien pouvoir jouer ce match face à Leverkusen. Et donc, moi, le seul souci pour Arsenal, la seule chose qui me fait un peu peur, c'est une attaque qui est à la peine. On a une attaque devant qui est très compliquée, avec un Gyökeres qui a déjà mis 15 buts, mais qui peine quand même à s'imposer dans les matchs. Sur les ailes, on a des ailiers qui ont de la peine à faire la différence aussi, hein. On voit un Saka qui revient gentiment, on revoit un Havertz qui revient de blessure, qui va peut-être être la pièce qui va changer la chose. Et d'un autre côté, Trossard et Martinelli, dès qu'ils entrent en jeu, ils arrivent quand même à faire la différence. Donc moi, je vois clairement plus Arsenal passer au-delà de ces deux confrontations, sachant qu'en plus, le match retour, il a les mérites. Oui, effectivement, avec le tableau, un tableau quand même relativement ouvert, jusqu'en demi-finale pour Arsenal, Leverkusen, puis Sporting ou Bodo Glimt. Voilà, des Mhm. tours de chauffe pour, Arsenal s'ils jouent comme ils ont joué dans la phase de Ouais, ligue. 23 buts marqués en 8 matchs, quasi 3 buts par match, 4 buts pris toujours en 8 matchs, 0,5 buts par match. C'est des statistiques, de futurs vainqueurs ça, donc voilà. Alors après on connaît aussi Arsenal dans les moments, décisifs en fin de saison, mais en tout cas, Leverkusen ne devrait pas trop, leur poser de problème. Ils ont alterné le bon et le moins bon, les Allemands, donc je les vois pas trop, voilà, ils vont peut-être embêter Arsenal sur une mi-temps à l'aller ou sur 60 minutes, mais sur la double confrontation, pas trop de ouais, soucis pour les Gunners, je tout à pense. fait. Voilà, alors je pense qu'on peut, voilà, gentiment passer à la rubrique suivante, Colin. Qu'est-ce que tu en penses? Allons-y, allons-y Allons-y. gaiement. Retour à la réalité après avoir un petit peu rêvé et parlé d'Europe, on va retourner à la réalité de la Challenge League et puis c'est le FC Rapperswil, le néo-promu, qui se dressera sur notre route pour, le prochain match. Voilà, on va pas forcément se répéter sur ce qu'on a dit dans le débriefing par rapport au système de jeu, Colin, mais on va se répéter quand même un peu sur ce qu'on avait dit dans le dernier briefing. On aimerait voir une équipe qui lâche un peu les chevaux
Et puis, peut-être ce qui va changer, par rapport à nos 2 derniers adversaires, Colin, c'est qu'on va avoir un adversaire dont les qualités montent de plus en plus, on va dire, sur cette saison. Un néo-promu de Rapperswil qui, comme prévu, a connu des débuts un peu compliqués, mais on va dire depuis le milieu du 2e tour, et sur ce 3e tour, ben, ils s'en sortent très bien, les joueurs, du canton de Saint-Gall. Et puis, alors on n'est pas sous leur menace comptable lors de ce match. Il y a encore 4 points, donc quelle que soit l'issue du match, on restera devant eux au classement. Mais je pense que les Saint-Gallois, eux, se sont gentiment fixés comme objectif de nous rattraper, de nous dépasser, au classement. Donc je pense que les Saint-Gallois vont pas venir les mains dans les poches, à la Maladière dimanche prochain. Je sais pas ce que tu en penses? Ouais, je pense totalement la même chose, honnêtement, ça va être un match, pas facile pour Xamax, et effectivement, les Rapperswil a l'ambition de peut-être venir nous chercher au championnat. Comme tu as dit, ils montent de plus en plus. Heu, dans l'opposition, il faudra faire gaffe surtout à leur gardien de nouveau, comme la dernière fois face à Lyon, mais c'est quand même sûrement leur meilleur joueur cette saison. Mais ouais, Xamax doit pas se faire piéger et puis, Xamax doit réfléchir, comment aborder ce match et donc ça va être ils vont arriver avec le couteau dans les dents, Rapperswil et ils vont vouloir en découdre. Donc ça peut on espère avoir un match animé entre les 2 équipes, quoi. Oui, et puis, ben, pas mal d'inconnus concernant la future composition. Alors, c'est à peu près certain qu'on ne pourra pas aligner le même 11 qu'au départ. Anthony Breza sera de retour. On va attendre, il y a des nouvelles qui vont tomber, je pense, dans la semaine pour, Ben Seguir, hein. Le club a fait recours contre la suspension. Il a bénéficié de l'effet suspensif pour pouvoir, jouer contre Nyon. Voilà, on peut s'attendre soit à une peine maintenue ou légèrement diminuée, mais je pense on prend pas trop de risques de dire qu'il sera suspendu, dimanche prochain, Salim Ben Seguir, quoi, hein. Les images, on les a pas revues, mais les témoignages de personnes présentes au stade, le crachat, il a eu lieu, quoi. Ouais, 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 ça va être très compliqué de faire annuler cette suspension pour Ben Seguir. Donc faudra compter, sans Ben Seguir. Heu, c'est un peu un point négatif, mais on aura sûrement le retour de l'Hérigne Moulay, pour, pour changer quoi, pour reprendre cette position, que Ben Seguir, va nous laisser où il va être absent. Ouais, et puis, ben, très probablement Sacramento sera également absent. Reinhardt, on attend de savoir un peu plus aussi sur sa blessure, cette semaine à la cheville, pour savoir s'il sera absent ou pas. On sait toujours pas si Bergsma sera encore convalescent ou s'il pourra réintégrer l'effectif. Voilà, encore pas mal de choses, mais voilà. S'il vous plaît, messieurs, donnez-nous un petit peu d'émotion parce que c'est un thème qu'on voulait aborder, hein, Colin. On commence à manquer d'émotion quand même quand on voit les matchs de Xamax. C'est Ouais. terrible. On avait des émotions les dernières saisons qui étaient pas forcément positives dans le sens où c'est nos adversaires qui gagnaient à la fin. Mais on avait de Mmh. l'émotion, on avait des fins de match des fois haletantes qui tournaient pas dans notre sens. Mais là, l'émotion, elle commence à nous quitter et ça nous inquiète vraiment beaucoup. Ouais. Bah, plus la fin de saison arrive et plus l'émotion commence à partir parce qu'on joue quasiment plus rien au championnat et même si, on joue plus rien et sur le terrain, bah, les matchs sont pas aboutis, il y a pas vraiment d'action donc c'est compliqué de se réjouir, pour aller voir un match de Xamax honnêtement, ça devient Mmh. de moins en moins facile. C'est ça, et puis voilà, peut-être qu'on a un objectif un peu plus terre à terre, c'est marquer au moins un but? Peut-être. Après, 3 matchs, 270 minutes plus, la fin du match, on va dire contre le SLO où on n'avait pas marqué. Donc voilà, marquer un but, nous procurer des émotions, de la jouerie, C'est voilà, on ça. n'en attend pas plus, heu, de notre équipe contre bah, voilà, on l'a dit, hein, un Rapperswil qui fonctionne bien, qui reste sur une bonne trend, hein. Ils ont fait 7 points sur leurs 5 derniers matchs, ce qui est relativement, correct comme chiffre. Donc Mmh. voilà. Voilà, je pense qu'on peut gentiment passer à la conclusion de cet épisode, Colin. Exactement. Voilà, pour la conclusion, pas grand-chose, à vous dire, si ce n'est vous remercier pour,
toutes vos vues en stream ou pour vos écoutes du podcast, après coup. Donc voilà, je me réjouis aussi après quelques problèmes techniques, là on est de retour, sans aucun souci. J'ai clairement pu identifier ce qui posait problème. Donc voilà, ça me réjouit beaucoup. Merci à toi Colin et puis à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.